Bonjour tout le monde, je m'appelle Étienne Grandmont, je suis directeur général d'Accès Transport Viable et je serai encore cette fois-ci l'animateur de l'événement. Je vous souhaite la bienvenue à cette avant-dernière conférence d'une série qui porte sur les traversées pour piétons et piétonnes au feu de circulation et pour poursuivre la présentation des résultats du projet de recherche Strapi. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est Accès Transport Viable? C'est l'organisation qui organise l'événement d'aujourd'hui, évidemment, qui est derrière le projet. On est une organisation de défense collective des droits basée à Québec. On défend les droits des utilisateurs et utilisatrices des transports collectifs et actifs dans la grande région de Québec. On couvre Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. On fait aussi beaucoup de projets de sensibilisation, d'éducation à ces mêmes modes de transport. Donc, on est une organisation qui existe depuis 1991 et est une organisation aussi à but non lucratif. Changement de diapo, s'il vous plaît. Puisque nous en sommes à la troisième conférence de la série, je vais essayer d'y aller un petit peu plus rapidement pour la présentation du projet qui s'intitule Système de gestion des traversées piétonnes aux intersections munies de feux de circulation et de virages à droite au feu rouge, études comparatives entre Québec et Montréal, qu'on a préféré résumer dans l'acronyme STRAPI. Vous comprendrez que c'est plus facile pour nous à l'interne. Ce projet de recherche-là a été rendu possible grâce au soutien financier du ministère des Transports du Québec à travers le Fonds de sécurité routière, avec l'appui de Mitax et du réseau de recherche en sécurité routière qui a été, et c'est un projet qui a été mis conjointement, je l'ai dit tantôt, par Accès Transport Viable, mais avec aussi l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS et Polytechnique Montréal. Euh, L'étude venait du constat qu'il y a peu d'études québécoises qui portent sur les systèmes de gestion des phases piétonnes au feu de circulation et notamment sur les comportements des piétons liés à ces systèmes-là. Puisque nos deux grandes villes, Montréal et Québec, ont opté pour des systèmes de gestion des feux de circulation et de feux de traversée piétonne, en fait, qui sont très différents. À Montréal, on a un virage, un mode temporairement protégé et pas de virage à droite sur feu rouge, tandis qu'à Québec, on a un mode protégé, tout rouge, avec le petit bouton pour appeler le piéton, mais avec aussi un virage à droite au feu rouge qui est permis sur plusieurs intersections. Nous avons donc saisi l'opportunité de réaliser une étude comparative sur ces deux systèmes-là entre Québec et Montréal. Prochaine diapo. On a donc formé une équipe mixte de chercheurs et de professionnels qui sont présents aujourd'hui avec nous. D'abord, on a Marie-Soleil Cloutier de l'INRS, Owen Waygood de Polytechnique Montréal qui a débuté le projet sous le chapeau de l'Université Laval. On a Valérie Marcon d'Accès Transport Viable, ainsi que Dominique Gagnon qui a remplacé Valérie pendant le congé parental de la première. Cette équipe a été accompagnée par des étudiants à la maîtrise et au doctorat, en l'occurrence Motion Milady, Hugo Quintin et Simon Turcotte, qui vous présentent leurs résultats au fil de nos conférences. Je n'oublie pas cette fois encore de souligner le travail essentiel d'étudiants au baccalauréat et à la maîtrise qui ont aussi collaboré comme assistants de recherche lors des collègues sur le terrain. Donc, pour réaliser ce travail de comparaison entre les deux villes, l'équipe s'est dotée d'une méthodologie de recherche qui s'appuie sur l'étude de 24 intersections sélectionnées sur différentes collectes de données, notamment ce qui a été comptabilisé, la compilation et l'analyse des collisions piétons-véhicules, des observations sur le terrain, des questionnaires sur eux, ainsi qu'un sondage web. L'étude a permis de brosser un portrait global de certains facteurs qui influencent la sécurité et le sentiment de sécurité des piétons dans les deux villes, mais aussi de mettre de l'avant l'expérience piétonne, ses comportements et les perceptions. Cette série de conférences est donc l'occasion de dévoiler une partie des résultats. Parce que vous savez, la recherche, hein, on creuse beaucoup, puis ça amène plus de questions des fois que de réponses, et c'est très bien comme ça fait que ça devient très stimulant et on peut continuer, on peut même envisager d'autres projets éventuellement. Mais pour revenir sur les résultats de la présente recherche, la première semaine, Simon nous a parlé des facteurs explicatifs qu'il a analysés concernant les collisions piétons-véhicules. La semaine dernière, nous avons abordé les interactions piétons-véhicules ou les presque accidents, en fait, donc des interactions entre piétons et véhicules motorisés. Tandis que cette semaine, puis la suivante, donc la semaine prochaine, nous allons nous intéresser plus particulièrement au comportement des piétons. En plus de la présentation des résultats, nous associons toujours à chaque événement des conférenciers invités qui sont là pour élargir les horizons de la recherche et explorer d'autres aspects de ces enjeux-là. Explication du déroulement du webinaire, ben, c'est comme les autres événements, donc les deux dernières semaines, si vous étiez présents, vos micros, vos caméras sont fermés. Seuls ceux des intervenants et intervenantes vont fonctionner. Les mains levées et clavardage ne sont pas en fonction non plus. Donc, on vous invite à utiliser le Q et R pour
communiquer et poser vos questions tout au long du webinaire. Vous êtes nombreux, donc c'est vraiment vous êtes 112 en fait, là, on est 112 aujourd'hui réunis, donc c'est la façon qu'on a trouvé la plus facile pour gérer le flux de questions qui peut être généré par votre présence et votre intérêt et les interventions de nos intervenants. Notre modératrice Valérie va être en ligne pour répondre en direct à certaines des questions quand c'est possible de le faire, mais aussi pour compiler des questions auxquelles les intervenants vont répondre à la fin, donc vers 14 heures ou 14 heures moins 5, si je me fie aux précédents événements, lors d'une période d'échange qui va s'échelonner jusqu'à 14h15 environ. Sachez que les conférences sont enregistrées et qu'elles vous seront rendues disponibles dans quelques semaines, vers la mi-février. Également, un courriel va vous être envoyé vendredi avec un court sondage d'évaluation. Merci pour vos interventions, vos commentaires. D'ailleurs, des sondages précédents, ça nous a permis de faire quelques ajustements. Mais surtout, aussi, vous allez avoir dans ce courriel-là les contacts des intervenants d'aujourd'hui. Donc, c'est une occasion pour vous de poursuivre la conversation avec nos intervenants, mais aussi avec l'équipe d'accès transport viable. Je vais y aller maintenant que la table est mise avec les intervenants. Alors, on va commencer avec, comme c'est toujours le cas, avec une conférence Strapi. Donc, je vous présente le premier conférencier qui est Mohsen Miladi, qui est un des étudiants qui a travaillé sur le projet Strapi. Aujourd'hui, Mohsen va nous parler de la distraction et des mouvements de tête des piétons lors des traversées. On a tendance à... On va peut-être parler, par exemple, de piétons zombies ou défaire certains mythes par rapport à ce concept-là. Mohsen est diplômé d'un baccalauréat en génie civil. Il est candidat à la maîtrise en génie des transports au département des génies civils, géologiques et des mines de Polytechnique Montréal. Il se spécialise dans l'analyse des comportements piétons sécuritaires et à la signalisation urbaine des intersections. Donc, Mohsen, je te passe la parole pour une conférence d'environ 20 minutes. Et puis, à vous, je vous dis, écrivez vos questions, n'oubliez pas vos commentaires aussi dans le QR. Et puis, on se retrouve tout de suite après l'intervention de Mohsen. Merci. Merci, Étienne. Alors, bon après-midi tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue ici aujourd'hui. C'est ma première présentation publique en français. Désolé pour mon langue ou mon accent. Le sujet de ma présentation aujourd'hui est évaluation de comportement de piétons aux intersections signalisées, observation au croisement de Montréal et de Québec. Les objectifs de cette présentation sont faire la comparaison d'intersections à Montréal et à Québec pour deux observations clés, des actions et mouvements de T. Les mesures de comportement de piétons pour être classées comme distraction et mouvement de T pendant qu'ils attendent le feu vert en plus de mouvement de T pendant que le piéton traverse la rue. Le don utilisé pour faire de l'analyse, les données ont été recueillies à 24 intersections signalisées dans deux villes, 12 dans chacun, Montréal au Québec. Les analyses présentées aujourd'hui sont seulement à partir d'observations de l'été 2019 qui représentant plus de 50% du total d'observations. Aussi, nous avons environ 4100 piétons observés au total. L'observation de comportement de piétons se sont faites en 4 zones qui correspondent à des espaces et de temps de la traverse. Zone 1, piéton s'approche de la traverse. Zone 2, piéton débute de la traverse. Zone 3, les piétons et mur de la traverse. Zone 4, les piétons et la fin de la traverse. Les comportements que nous présentons aujourd'hui ont été observés dans les zones 1 et 3.
Le premier point portera sur la distraction. La distraction de piétons pour réduire la capacité à réagir à une situation dangereuse. Il concerne principalement la sécurité euh, personnelle par opposition aux dangers imposés aux autres, comme c'est le cas avec distraction de conducteur. Voici tout le type de distraction observée avant la traverse. Utilisation des écouteurs, être avec amis, téléphone intelligent en main, parler au téléphone. Comme vous pouvez le voir, le graphique montre le résultat de l'analyse, l'observation de T. Les résultats est calculé par analyse de chi-square. Et aussi le pourcentage de piétons observés qui ont parlé au téléphone à Montréal était environ 3 fois plus qu'au Québec. Et aussi, les autres distractions n'est pas différente de significatif. Voici tout le type de mouvement de T avant et pendant la traversée. Mouvement de T avant la traverse dans zone 1, mouvement de T pendant la traverse dans zone 3. Tout droit vers le mur, vers le trafic, vers le sol, vers le autre piéton, vers un appareil électronique. Si vous regardez ce graphique, vous verrez le résultat de l'analyse du mouvement de T dans zone 1. Les piétons ont regardé le flux de circulation avant de traverser 2 fois plus à Montréal qu'à Québec. Et aussi le pourcentage de piétons qui ont regardé la circulation à Québec était 3 fois plus qu'à Montréal. Pour vers le sol, vers l'autre piéton et l'appareil électronique, le pourcentage était plus élevé au Québec qu'à Montréal. Notons qu'il y a très peu de piétons qui regardaient un appareil électronique moins de 2%. Alors, pour mouvement de T dans zone 3, il y a qu'un piéton observé n'a regardé un appareil électronique en cours de traverse. À Montréal, les piétons sont 2 fois plus nombreux à avoir un mouvement de T tout droit ou vers le flux de circulation pendant la traversée. À Québec, les piétons sont 4 fois plus nombreux à avoir un mouvement de T vers le trafic pendant le trafic et 5 fois plus nombreux vers le sol. Voici toutes les caractéristiques de l'intersection. L'environnement construit et la conception de géométrique de l'intersection influence le comportement des piétons. L'environnement construit présenté par la densité de la population, l'utilisation de terres et l'infrastructure de transport. Et aussi, les attributs de conception géométrique comportement sont distance de la rue, nombre de voies, présenter de pistes cyclables et stationnement dans la rue. Ces cartes montrent caractéristiques de conception les intersections. Piste cyclable, nombre de voies, place de stationnement, île de refuge et arrêt de bus. Dans cette section, 2 intersections importantes sont examinées. Avoir deux écouteurs dans les oreilles et parler au téléphone. Pour distraction, les questions est
qui a des écritures dans les oreilles. Avec l'analyse binaire, nous avons trouvé plus de gens ont été observés avec des écritures. Les adultes ont 9 fois moins de chances d'utiliser des écritures. Les intersections où le piéton avec des écritures sont plus nombreux qu'ailleurs se trouve. Alors, les questions ici, qui parle au téléphone? 3 intersections de plus que la moyenne, 3 personnes, euh, avaient de piétons qui ont été observés en train de parler au téléphone avant de traverser. Et aussi, en intersection, le pourcentage le plus élevé est près du campus université situé à Québec. Dans cette section, un comportement qui peut montrer combien d'attention ou d'inquiétude un piéton donne au danger de la circulation est examiné. Mouvement de tête tout droit ou vers le feu avant le traverse dans zone 1. Mouvement de tête vers le trafic avant et pendant la traverse, zone 1 et zone 3. Et aussi mouvement de tête vers le sol avant le traverse dans zone 1. On peut remarquer qu'au résultat de l'analyse de mouvement de T, tout droit vers le feu avant le traverse. L'utilisation de sol typique pour les intersections qui ont des proportions plus hautes que la moyenne sont commerciales et non résidentielles. Les intersections avec des proportions moins grandes que la moyenne sont situées à Québec, dans des quartiers résidentiels relativement denses. Voici le résultat mouvement de T vers le trafic avant la traverse. Toutes les intersections qui ont des proportions plus hautes que la moyenne sont situées à Québec en quartier résidentiel. Aussi, 3 sur 4 sont les mêmes intersections que celles où les piétons regardaient en moins grande proportion tout droit ou vers le feu. Aussi, les adultes ont 1,25 fois moins de chances de regarder vers le trafic que les gens. Mouvement de T vers le trafic pendant la traverse dans zone 3. Les résultats de l'analyse montrent que les piétons à Québec regardent plus le trafic qu'à Montréal. 4 intersections ont une plus grande proportion que la moyenne. À l'inverse, les 4 intersections, les proportions sont moindres que la moyenne sont à Montréal. Mouvement de T vers le sol avant le traverse. En regardant ce diagramme, vous verrez il y a plus de piétons au Québec qui regardent le sol avant le traverse qu'en Montréal. Ces intersections sont situées dans un quartier non résidentiel et commercial, sauf une intersection située dans un quartier résidentiel. C'est Laurier de l'Église. Ces intersections ont plusieurs arrêts de transport collectif à proximité, ont indicateurs possibles de la qualité de la chaussée. Aussi, le piéton agit en 2 fois plus de chances de regarder le sol que les gens avant. Et pendant leur traverse, c'est
1.6. De travaux précédents ont fait le lien entre la descente de trottoir et le mouvement de thé vers le sol dans un. Pour conclure, nous avons trouvé il y a très peu de distractions dans le Deauville, aussi utilisation de culture plus fréquent chez les jeunes et parler au téléphone plus fréquent euh, près de campus universitaires dans le Québec. Aussi, les piétons zombies sur son téléphone dans la rue n'est pas une réalité que nous avons vue sur le train. À Montréal, les mouvements de thé sont plutôt tout de revoir et vers le flux de circulation, avant et pendant le traverse. Un comportement requis pour savoir qu'on traverse souvent le flux. Aussi, à Québec, le mouvement de thé sont plutôt vers le trafic avant et vers le sol pendant le traverse. Un comportement requis pour décider la traverse sur le feu rouge. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Mohsen. Félicitations pour cette première conférence en français. Merci. On apprécie l'effort, donc très agréable. Un rappel à notre auditoire, si vous le voulez, en fait, vous pouvez continuer de le faire comme c'est déjà commencé. Il y a plusieurs personnes qui ont commencé à poser des questions dans la section Q et R. Et évidemment, Mohsen, ainsi que tous les intervenants et les chercheurs associés à la recherche seront présents à la fin, après la conférence de notre prochaine intervenante, pour répondre aux différentes questions que vous aurez écrites. Donc, n'hésitez pas à ajouter du matériel, ça va nous faire une discussion plus intéressante encore. Vous avez vu qu'il y a de la neige dehors. Je pense qu'il y a neigé un peu partout sur le Québec. Et évidemment, on va en parler un peu, mais pas que de ça, dans la prochaine conférence avec Hélène Fournel, qui est de Piéton Québec. Hélène Fournel est diplômée en architecture de paysage, gestion de l'environnement et aménagement. Ses mandats professionnels l'ont mené à s'intéresser à la mobilité active, plus spécifiquement aux aménagements favorables à la marche. Elle travaille aujourd'hui chez Piéton Québec depuis mars 2020 et elle est responsable du projet Piéton un jour, Piéton toujours, qui entend répondre à l'enjeu de sécurité des déplacements piétons chez les aînés. Et c'est d'ailleurs l'objet de sa présentation aujourd'hui, les aînés et la marche. Madame Fournel, Hélène, ben, la parole est à toi. Je te laisse 25 minutes maximum pour nous parler des enjeux piétons liés aux aînés. Bonne Merci. conférence. Merci, Étienne. Est-ce que vous voyez ceci? Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, je vais juste fermer ceci. Okay. Donc, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur chez Piéton Québec, soit la sécurité des piétons aînés. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Piéton Québec, sachez que c'est un OBNL qui valorise la marche comme mode de transport et qui travaille à faire évoluer les lois, normes et pratiques pour améliorer la sécurité et le confort de toutes les personnes qui se déplacent à pied au Québec. Ma présentation comprend en fait deux parties. La première aborde les enjeux de sécurité des piétons aînés, ainsi que les caractéristiques et les besoins de ces piétons vieillissants. Et en deuxième partie, je vais présenter quelques exemples d'aménagements dont les caractéristiques sont susceptibles de répondre aux besoins des piétons âgés. Donc, pourquoi s'intéresser aux piétons aînés? En fait, ce sont des usagers qui sont particulièrement vulnérables. D'une part, avec l'âge, leurs réflexes sont moins rapides, ce qui les met davantage à risque devant une situation routière dangereuse.
et d'autre part, en raison de leur fragilité physique, ils sont plus susceptibles d'être tués ou gravement blessés lors d'une collision, et ce, même à basse vitesse, comparativement à une personne plus jeune. Ainsi, chaque année au Québec, près de la moitié des piétons décédés sont des aînés, alors qu'en 2016, ils composaient 18 de la population. En fait, chaque semaine au Québec, environ 11 piétons aînés sont happés par un véhicule motorisé, alors que ces personnes vaquaient tout simplement à leur occupation. Et ces tragédies évitables bouleversent leur vie et celle de leurs proches. Les blessures subies de plus par les victimes sont une menace réelle à leur autonomie, car avec l'âge, le rétablissement est beaucoup plus long que chez les personnes plus jeunes. Ce constat est inquiétant alors que la province connaît une période de vieillissement rapide de sa population. En effet, comme on peut voir sur le graphique ici, selon les projections, mais déjà en 2026, près du quart de la population québécoise sera âgée de 65 ans et plus. Et c'est un changement générationnel qui va durer dans le temps puisqu'en 2066, on estime que 28 des Québécois seront des aînés. Il y aura donc dans nos milieux de vie de plus en plus de piétons aînés qui seront exposés à de l'insécurité routière. Or, les aînés, ils sont importants. C'est des citoyens qui ont acquis expérience et sagesse. Ils ont participé au développement du Québec et contribuent à la vitalité des milieux de vie. Donc, c'est important de répondre à cet enjeu de sécurité pour un nombre grandissant de personnes. Face au vieillissement de la population, il est important de favoriser le maintien de l'autonomie. C'est d'ailleurs le souhait le plus cher des aînés. Et justement, la pratique de la marche est une activité simple et accessible qui leur permet de rester actifs physiquement et socialement. C'est un moyen de transport incontournable puisque la plupart des déplacements commencent et se terminent à pied. Certains, d'ailleurs, n'ont pas le choix. En fait, leur territoire de déplacement rétréci, ils n'ont pas accès à une automobile ou ils n'ont plus de permis de conduire, n'ayant plus les capacités de le faire. De plus, les bienfaits de la marche pour la santé physique et mentale, ainsi que les fonctions cognitives, sont largement documentés dans la littérature scientifique. C'est d'ailleurs la marche l'une des seules activités permises et encouragées par la santé publique pendant la crise sanitaire que l'on connaît. Bref, la marche est essentielle pour le bien-être et l'autonomie des aînés. Même si, avec la hausse de l'espérance de vie, les aînés vivent de plus en plus longtemps et en bonne santé, il reste qu'en avançant en âge, les personnes âgées peuvent éprouver une ou des limitations fonctionnelles qui affectent leur mobilité. Donc, ils peuvent éprouver de la fatigue musculaire, des douleurs articulaires, des troubles de mémoire, avoir des problèmes d'équilibre, d'audition et de vision. Et ces problèmes peuvent être cumulatifs. Donc, leur capacité physique et cognitive diminuant, les aînés marchent aussi moins vite et leurs réflexes, comme je disais tantôt, sont moins rapides. Et aussi, par ailleurs, le risque de chute augmente avec l'âge et la crainte de chuter est un grand facteur d'insécurité chez les aînés, puisque les blessures qui peuvent en résulter sont d'ailleurs une menace à leur autonomie. Malheureusement, comme vous le savez, l'aménagement urbain planifié en fonction de l'automobile est peu favorable aux déplacements piétons, particulièrement pour les aînés. Les distances entre les services de proximité sont souvent trop longues pour leur capacité. Les infrastructures piétonnes sont absentes ou discontinues, voire inadéquates. Et sans compter que le nombre de véhicules en circulation augmente sans cesse, ce qui ajoute une pression sur le sentiment d'insécurité. Le graphique à droite montre qu'à l'échelle de la province, en vert, illustré en vert, une majorité des piétons aînés victimes d'une collision, et ça, graphité confondue, le décès, blessures graves et légères, sont happés sur une artère principale à 40 suivi de rues résidentielles à 24 et de stationnement à 21 Et la répartition des victimes par catégorie de route semble aussi témoigner de caractéristiques distinctes. Par exemple, à Montréal, plus de la moitié des piétons aînés victimes d'une collision, soit 55 sont happés sur une artère principale comparativement à 39 à Québec. Par contre, à Québec, le tiers des victimes aînées ont été happées dans un stationnement comparativement à 10 à Montréal, ce qui pourrait laisser supposer que le développement urbain à Québec qui a favorisé l'émergence de commerces de proximité entourés de vastes stationnements représente un risque accru pour les piétons aînés qui les traversent au péril de leur vie.
Considérant aussi les caractéristiques des piétons aînés, la traversée de voies de circulation leur est particulièrement risquée. Dans la province, près de la moitié des collisions ayant causé le décès ou des blessures graves chez les piétons aînés a lieu à une intersection. C'est même 64% à Montréal. Plusieurs raisons, évidemment, sont en cause, mais il reste que les piétons aînés peuvent avoir notamment de la difficulté à évaluer la vitesse des véhicules qui approchent et le temps nécessaire pour traverser. On constate aussi que 17% des piétons aînés qui ont été victimes d'une collision, tués ou gravement blessés, ont été en fait happés entre deux intersections. Ça laisse aussi croire que plus de passages piétons sécuritaires devraient être aménagés entre les intersections pour réduire les trajets pour les piétons vieillissants. Par ailleurs, en ce qui concerne les feux piétons et la traversée des voies, plus spécifiquement les feux piétons, comme le montre l'image de droite, les usagers vulnérables se déplacent à différentes vitesses et des usagers marchent ou se déplacent à une vitesse moins rapide que celle utilisée, par exemple, à la conception des traversées, où c'est ce que montre d'ailleurs l'illustration où les auteurs ont mis en évidence un calcul de traversée à 1 mètre seconde et 1,2 mètres seconde, et l'image nous montre que certains usagers ne peuvent pas compléter la traversée à temps, même avec un calcul utilisant la vitesse de 1 mètre seconde. En fait, on voit aussi sur cet exemple une personne aînée qui utilise un déambulateur et selon l'étude utilisée pour l'illustration, ces personnes peuvent marcher à une vitesse aussi lente que 0,6 mètres seconde. Et ces personnes souvent regardent au sol par ailleurs en se déplaçant à l'intersection, ce qui fait un lien avec ce que Moshène a dit tantôt aussi. Il y avait plus d'aînés qui se déplaçaient à l'intersection en regardant au sol. En plus de la problématique de la vitesse de la marche, il y a aussi au feu piéton la question du bouton d'appel qui peut être difficile d'accès pour certains usagers, qui est trop loin en fait de l'intersection ou peut être aussi enneigé suite à justement une tempête comme on a connu aujourd'hui. Et des piétons peuvent aussi avoir de la difficulté à comprendre le fonctionnement du feu piéton. En fait, ce que je veux aussi souligner par cette image, c'est que sans aménagement répondant à leurs besoins, des aînés ne peuvent pas traverser la rue en sécurité, ce qui peut d'ailleurs les mener à renoncer à se déplacer à pied vers le service de proximité de leur choix et à mener aussi à une réduction de leur autonomie. Par ailleurs, comme j'ai dit aussi précédemment, le risque de chute augmente avec l'âge et c'est un grand facteur d'insécurité pour les aînés qui marchent. En fait, au Québec, en 2008, plus de 10 300 aînés ont fait une chute assez grave, ayant fait une chute assez grave pour limiter leur activité courante, sont tombés à l'extérieur de leur domicile, plus spécifiquement dans un lieu public, là, un commerce ou un lieu de circulation tel qu'un trottoir, ce qui ne permet pas de préciser combien de personnes sont tombées sur le trottoir, mais il reste que c'est de nombreuses personnes. À ce chapitre, le design des infrastructures ne tient pas suffisamment compte des caractéristiques des piétons aînés. Par exemple, les trottoirs sont souvent trop étroits. Pour un piéton aîné, ça peut être difficile de croiser d'autres piétons sans perdre l'équilibre. Et les enfilades d'entrée charretières le long des trottoirs qui sont conçus pour accommoder le passage des automobiles, mais le sont particulièrement inconfortables. Ça peut, encore une fois, causer un déséquilibre et c'est aussi douloureux pour les personnes qui ont des problèmes articulaires. Par ailleurs, l'état du revêtement des trottoirs est aussi très important. Crevasses et bosses peuvent les faire trébucher et, encore une fois, entraîner des chutes. Par ailleurs, l'hiver augmente aussi ce risque de chuter. Encore une fois, la photo est d'ailleurs assez éloquente là-dessus. Les aînés craignent donc de chuter sur la glace et les amoncellements de neige constituent d'importants obstacles pour eux. En 2008, au Québec, on estime que plus de 6 700 aînés blessés lors d'une chute ont en fait glissé sur la neige ou la glace. Et selon une étude publiée en 2010 par la Direction de santé publique de Montréal, les chutes extérieures sur la voie publique l'hiver
se concentrent particulièrement dans les quartiers centraux. Donc, il est important de porter une grande attention aux opérations de déneigement et de déglaçage, de même qu'à la conception des infrastructures piétonnes dans un contexte de changement climatique comme on l'on connaît, alors que se succèdent pluies hivernales, épisodes de verglas et tempêtes de neige. Enfin, pour conclure cette section, de nombreuses études et démarches comprenant des consultations d'aînés ont mis en lumière les défis rencontrés par les piétons qui avancent en âge et identifié d'ailleurs leurs besoins. Globalement, ce qu'ils ont besoin, les aînés, c'est premièrement d'espaces paisibles, de corridors piétons confortables, donc à l'écart de la circulation routière, sans obstacles, suffisamment large pour faciliter le croisement d'autres usagers, d'un mobilier urbain adapté, des corridors qui offrent des points de repos réguliers, ombragés l'été pour prendre une pause au besoin et offrant un éclairage suffisant pour pallier le manque d'éclairage à l'automne et à l'hiver en fin d'après-midi, début de soirée. Les trottoirs et sentiers doivent offrir des surfaces planes, un revêtement régulier, lisse sans être dérapant, déneigé et déglacé l'hiver. Et ces corridors doivent s'inscrire dans un réseau connecté, direct et efficient pour leur éviter de faire de longs détours, source de fatigue ou de prendre des risques. Il importe aussi d'apaiser la circulation aux abords des lieux qu'ils fréquentent et la traversée de rue doit leur être simplifiée, adaptée à leurs capacités et limites et notamment aux intersections. Ce qui m'amène à vous présenter quelques exemples d'aménagements dont les caractéristiques sont susceptibles de répondre justement aux besoins des piétons aînés. Donc, premier exemple, pour faciliter la traversée des voies de circulation et d'intersection, un passage piéton combiné à un îlot refuge aménagé ici à l'intersection du boulevard Henri Bourassa et Saint-Hubert à Montréal. Donc, l'espace refuge est situé dans le terre-plein en continuité, là, ici, au passage piéton, comparativement à la situation précédente. Et il est situé d'ailleurs presque au même niveau que la chaussée, ce qui facilite sa traversée par les personnes à mobilité réduite. L'îlot refuge donne ainsi une chance aux piétons qui marchent plus lentement d'effectuer la traversée des voies en deux temps, ce qui leur permet aussi d'analyser la situation à un sens de la circulation à la fois. Par ailleurs, je porte à votre attention que le bouton d'appel est à portée de la main, contrairement à la situation précédente où le piéton devait enjamber une bordure de béton pour aller le rejoindre. On note aussi une bordure et des bollards qui viennent ajouter une meilleure protection et favoriser le sentiment de sécurité des piétons. Présence aussi de plaques poteaux-tactiles pour prévenir les personnes ayant une déficience visuelle de la présence des voies. La largeur aussi de l'îlot refuge permet le passage d'une chaînette et facilite son déneigement l'hiver. Et aussi, on note que l'aménagement de l'îlot a permis de réduire le rayon de virage, ce qui permet, par exemple, à un véhicule qui arrive depuis la rue Saint-Hubert qui tournerait à gauche, de forcer le véhicule à ralentir. Deuxième exemple, ici, situé à Avenue Victoria-Saint-Lambert, c'est une intersection surélevée. En fait, c'est le secteur du vieux-village où vivent nombre d'aînés et qui regroupe aussi de nombreux commerces et services de proximité. En fait, le plateau qui couvre toute l'intersection, évidemment, apaise la circulation parce que les véhicules doivent franchir le dénivelé, mais ça permet aussi d'éviter aux piétons de descendre et de monter les rampes de trottoir. Donc, c'est beaucoup plus confortable pour les piétons aînés qui risquent moins une perte d'équilibre et de chuter. Le piéton est aussi plus visible pour le conducteur puisqu'il demeure à la hauteur du trottoir et l'eau de pluie ou de fonte est évacuée, ce qui prévient l'accumulation de flaques et ça réduit également le risque de chute. Autre exemple ici, c'est un passage piéton aménagé entre deux intersections cette fois, combiné à une série trottoir qui est située à Québec en face d'une résidence pour aînés, avenue Salaberry. En fait, si on compare avec la situation précédente en haut,
avant son aménagement, ça permet non seulement de rétrécir la chaussée, donc ça incite évidemment les véhicules à ralentir, mais ça réduit également la longueur du passage piéton, donc le piéton est moins longtemps exposé à la circulation. Ça assure également une meilleure visibilité du piéton par le conducteur. L'abaissement du trottoir facilite le passage d'une personne qui utilise par exemple une aide à la mobilité. Puis comme on peut le constater avec la situation précédente, photo du haut, là, ça prévient aussi le stationnement illégal de véhicules sur le passage piéton qui demeure à ce moment-là accessible en tout temps. Dernier exemple ici, comme mentionné plus tôt, en fait, un piéton est né victime d'une collision sur 5 a été happé dans un stationnement au Québec. Et la ville de Victoriaville a profité, de l'exemple ici, profité du réaménagement d'un stationnement public pour améliorer non seulement la gestion des eaux et verdir l'espace du centre-ville, mais aussi pour améliorer la sécurité et le confort des déplacements piétons. Ce sont des nouveaux passages piétons surélevés qui viennent s'inscrire dans un parcours ici, là, un corridor piéton qui permet d'améliorer non seulement la connectivité du réseau piéton avec le quartier environnant, mais en plus, en étant surélevés, ils forcent les véhicules à ralentir et de nouveau, bien, ça évite aux piétons de descendre et de monter. C'est plus confortable, en plus de prévenir l'accumulation d'eau de pluie ou de fonte. Toutes des caractéristiques qui réduisent non seulement le risque de collision routière et de chute, notamment pour les piétons aînés. Ça permet en plus d'améliorer l'expérience sensorielle de traverser un tel espace qui est au départ plutôt banal. Ce qui m'amène en conclusion, en fait, ce que voulais vous partager aujourd'hui, c'est sans être exhaustif, là, ces quelques exemples montrent qu'il est possible d'adapter les milieux de vie aux piétons aînés dans le contexte québécois. Et en fait, pour ce faire, la vulnérabilité du corps humain devrait être davantage prise en compte dans les paramètres de design des infrastructures routières. Et de plus, l'amélioration des aménagements piétons devrait être abordée dans une perspective d'accessibilité universelle pour tenir compte des capacités limites de l'ensemble des personnes qui se déplacent à pied. De faire en sorte que ce qui est bon pour un piéton aîné soit aussi bon pour tous les types de piétons, jeunes familles, enfants, personnes en situation de handicap, livreurs, peu importe. Et les quartiers, d'ailleurs, les quartiers où ils font bon marché, ce sont des milieux attractifs, vivants et résilients, de sorte qu'agir sur les aménagements pour améliorer la sécurité et le confort des piétons aînés, mais c'est bon pour tout le monde. Donc, voilà. Merci. Merci Hélène pour cette très intéressante présentation. Je pense que c'est un bon complément avec ce qu'on a eu comme présentation avant. Maintenant, on se retrouve à la période de questions, telle qu'on vous l'avait annoncé. On a donc regroupé l'ensemble des personnes qui ont participé, nos intervenants aujourd'hui, Mohsen et Hélène, mais aussi là, des chercheurs qui ont participé à la recherche. Donc, on a Marie-Soleil Cloutier qui s'est jointe à nous, on a Simon Turcotte, Owen Waygood. Donc, bienvenue pour cette période de questions. N'hésitez pas pendant la période de questions, si vous avez d'autres interrogations ou des commentaires ou des précisions que vous voulez apporter, n'hésitez pas à les inscrire dans la section Q&R. Ça va nous aider évidemment à alimenter la discussion. Donc, je voudrais revenir sur des questions, en fait, sur des éléments qui ont été abordés par Mohsen, et puis j'invite aussi les autres intervenants à prendre la parole, simplement lever votre doigt si jamais vous voulez prendre la parole sur ces sujets-là. Tout d'abord, sur la question de la distraction, donc la conférence de Mohsen, est-ce que, en fait, Pauline voulait savoir comment on avait quantifié ou qualifié, on pourrait traiter de ces deux aspects-là, l'importance de la distraction. Donc, établir comment on l'a identifié d'abord, puis après ça, comment on l'a quantifié, comment on arrivait finalement à intégrer cette notion-là dans les observations qui étaient réalisées sur le terrain. Mohsen, peut-être en premier? Oui, merci. Après avoir recherché quelques intersections, mon équipe a choisi cette intersection. Je pense Owen ou Marie-Soleil pour m'aider ces questions.
Oui, en fait, au départ, la distraction est une des sources principales de collision, en fait, mais c'est-à-dire que c'est pas tout à fait vrai, là, c'est-à-dire que c'est un des éléments qui se retrouve très souvent dans le rapport policier, dans le rapport d'accident rempli par les policiers, mais à l'intérieur de ces statistiques-là, on n'a pas beaucoup d'idées sur c'était quoi la distraction. Donc, on est parti de ce constat-là quand on a fait notre grille d'analyse. Et puis, on voulait en mettre plus que moins. Là. Vous avez vu, on a mis les écouteurs, avoir un téléphone à la main versus même avoir à l'oreille. Et même être avec des amis. Dans la littérature scientifique, c'est comme dans les statistiques que Monson a trouvées, c'est une des distractions les plus importantes. Mais est-ce que c'est une distraction dangereuse qui nous met en danger? Ça, c'est une autre histoire. Les premiers graphiques qu'on a montrés, c'est vraiment la proportion de cette distraction-là dans toutes les observations. Et un piéton pouvait avoir plus qu'une distraction, hein, donc il faut le regarder chaque distraction séparément, là, même si on les a mis sur le même graphique. Donc, c'est intéressant. En tout cas, les deux conférences semblaient montrer qu'effectivement, puis on le sait, en fait, tout d'abord, on le sait, effectivement, statistiquement, il y a beaucoup de distractions qui sont la cause d'accidents, puis ça se trouve à être à la fois du côté des automobilistes que des autres usagers de la route aussi. C'est évident. Il me semble que les dernières statistiques, les plus récents bilans de la SAAQ faisaient même état là, que les distractions au volant, notamment, étaient devenues la source la plus importante, la cause la plus importante d'accidents. Et on dépassait finalement la vitesse et l'alcool, bon, en fait, la drogue et l'alcool au volant. Et puis que du côté, puis on avait souvent cette impression-là, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'articles dans les quotidiens généralistes, là, à l'effet qu'il y avait un syndrome un grave problème de piétons zombies, alors que, dans le fond, à la fois, ce qu'on retrouve dans ce que nous a dit Hélène aujourd'hui en termes de présentation de c'est qui les piétons qui sont majoritairement, en fait, impliqués dans des collisions avec des automobilistes, puis en même temps, ce que Monson a pu observer sur le terrain, bien, ça semble nous montrer finalement que le mythe du piéton zombie est peut-être un peu déconstruit là, avec nos observations, parce qu'en plus, on peut très bien imaginer que ce n'est pas, c'est pas les personnes aînées qui sont les plus connectées sur leur téléphone, par exemple, discutent avec des amis quand ils font une traversée piétonne. Est-ce que je me trompe? Ben, c'est tout à fait, tu l'as tout à fait bien résumé. En fait, nous, on était vraiment intéressés, entre autres, à l'histoire ce qu'on appelle les piétons zombies, ne serait-ce que par la, la couverture médiatique. En effet, pas tant au Québec, honnêtement, mais beaucoup aux États-Unis aussi. Donc, on voulait savoir, quand même, sur les 4000 observations, vous l'avez vu dans les chiffres, hein, c'est très petit avant la traversée, puis c'est à peu près à 0% pendant. Puis même, Monson montrait c'est où qu'on a vu des gens qui parlaient au téléphone. Puis c'est près du campus universitaire à Québec, mais même à Montréal, hein, c'est pas très loin de l'ETS, puis c'est pas très loin de l'Université de Montréal, parce qu'on sait que c'est plus rattaché avec les jeunes. Puis d'ailleurs, c'était significatif aussi dans les résultats de Monson. Donc, comme tu le dis, Étienne, quand on fait un petit peu un lien aussi avec la moitié de nos décès piétons qui sont des personnes âgées, je pense pas que ça soit une des principales causes. Évidemment, c'est pas ça que personne dit non plus, mais on voulait quand même le soulever pour s'assurer qu'on fasse des débats sur autre chose quand on parle de sécurité des piétons. Juste une dernière... Oui. Juste un dernier point à ça. Non, je pense aussi on peut parler de la façon que c'est comme quand il y a des nouveaux trucs électroniques dans notre vie, ça change notre comportement, mais ça semble que les piétons, ils ont changé. Peut-être ils ont utilisé avant les cellulaires pendant qu'ils traversent, mais ça semble que maintenant, c'est pas le cas. On ne sait pas nécessairement dans les années avant, mais avec les résultats que Étienne a mentionnés, c'est comme nous n'avons pas observé les piétons qui utilisent les cellulaires pendant la traverse, mais c'est vraiment la distraction des conducteurs qui sont probablement le point de regarder en profondeur. Donc, c'est quoi le comportement qu'on a finalement quand on a un jeune, mettons dans les jeunes, là, je me promène à l'occasion avec mon téléphone dans la rue, je vais répondre à des textos ou je vais faire toutes sortes d'opérations avec mon téléphone, c'est que j'arrive à l'intersection puis les gens font quoi rendu là? Ils regardent la rue, ils arrêtent de regarder leur téléphone? Ça semble, oui, avec les observations, mais Monson et Simon
étais aussi une personne qui a fait les observations, mais ça semble que, oui, il utilise juste le point de coin et puis pendant la traverse, il s'arrête et il recommence quand il arrive à la prochaine trottoir. Ouais. D'accord. Donc, on a appris finalement à utiliser notre cellulaire, à être distrait, mais aux bons endroits, comme piéton. D'accord. C'est intéressant, en tout cas, parce que c'est un mythe, effectivement, qui est intéressant de faire sauter. Toujours une question en lien avec la conférence de Mossen, c'est Carl Dufour qui nous demande, les piétons ont tendance à plus observer les véhicules à Québec. Donc, ça faisait partie des choses qui ont été dites pendant la première conférence. Est-ce que c'est parce qu'ils traversent illégalement et doivent alors faire attention au trafic transversal? On sait qu'on a vu dans les précédentes conférences qu'il y avait plus de traversées illégales à Québec, peut-être à cause du temps d'attente qui était très long avec les feux protégés tout rouge. Est-ce que c'est une des raisons pourquoi les piétons sont plus attentifs à leur environnement, finalement? Ben, en fait, c'est une hypothèse qu'on a, nous aussi. On n'a pas parlé aux piétons. Hein. C'était l'idée d'essayer d'être le plus effacé possible pour avoir leur comportement le plus naturel possible. Mais assurément, puis on l'a vu dans d'autres travaux en France aussi, les piétons qui regardent plutôt le trafic que le feu, c'est qu'ils se basent vraiment sur leur propre estimation du trafic, des créneaux entre les voitures pour décider quand traverser au lieu de se fier au feu. Donc, comme on sait de par la semaine dernière aussi qu'on a quand même pas mal d'infractions à Québec, on a vraiment l'impression avec ces résultats-là que les gens, avant de traverser la rue à Québec et à Montréal, ont pas tout à fait la même routine. Appelons ça comme ça, là, si on veut un peu le caricaturer. À Québec, on va regarder tout droit, puis on va attendre le feu. Peut-être qu'on va regarder d'un côté de l'autre. Pardon, à Montréal, on va regarder tout droit le feu. Puis s'il faut faire le L, peut-être qu'on va se tourner puis prendre le premier feu qui change. Mais à Québec, le premier réflexe, parfois, ils vont faire les deux, mais ils vont surtout regarder le trafic. On pense que c'est peut-être justement parce que, puis en fait, c'est pas, des fois, ils vont peut-être attendre quelques minutes, puis après ça, finir par regarder le trafic pour décider de traverser sur le feu rouge, évidemment, là, dans ce cas-ci. Fait qu'on avait quand même 30 à 40 il me semble, de contravention. Fait que je pense que c'est peut-être ça qui fait la différence entre les deux. Oui, c'est aussi une chose qu'on va regarder. Malheureusement, on n'a pas eu le temps à ce point avec la mémoire de Mossen, mais on peut aussi regarder parce qu'avec chaque piéton, on peut voir si cette personne a regardé le trafic puis a traversé en rouge. Mais ce n'est pas une chose qu'on a fait à ce moment, sauf que je pense avec les observations, les résultats que Mossen a présentés aussi, c'est dans les endroits où probablement le niveau de trafic est plus bas. Donc, les personnes, vraiment, comme ils arrivent, OK, attendent 1 minute ou 1 minute 30 secondes, mais il n'y a pas de trafic nécessairement. Donc, ouais, c'est comme, on peut dire que c'est naturel dans un sens que il n'est pas, ouais, il ne veut pas attendre longtemps s'il n'y a pas de trafic. On a un spectateur anonyme, on le salue, qui nous fait remarquer que le communiqué du dernier bilan routier de la SAQ mentionne pourtant que les collisions impliquant un piéton, il dit, en fait, il cite la distraction sous toutes ses formes est la principale cause d'accident et concerne autant le conducteur du véhicule que le piéton et qu'il faudrait sensibiliser la SAQ. Évidemment, il y a du travail à faire à tous les niveaux. Puis il y a P. Cardinal, je n'ai pas le prénom, qui demande une question de précision sur les observations quant à la distraction. Est-ce que vous avez observé beaucoup de personnes qui étaient distraites, qui étaient au cellulaire dans les véhicules? Mais je crois que non. Dans les véhicules, on n'a pas fait ces observations, donc on ne peut pas dire oui ou non dans ce sens. C'est ça, OK, parfait. Ouais. D'accord, on passerait un peu à la question ou à la conférence qu'a donnée Hélène. On a Tamer Swissy qui nous demande, est-ce que vous avez évalué la compréhension de la signalisation piétonne par les aînés? Et j'ajouterais, est-ce qu'il y a des études qui s'intéressent à la compréhension de la signalisation par les personnes aînées? Moi, on n'a pas fait cette étude-là chez Piétons Québec, mais oui, Montréal a fait une étude sur la compréhension des piétons aînés. Ça comprenait l'ensemble des usagers, notamment donc des piétons aînés. Mais tu as abordé, je pense, tout à l'heure, le fait que pour certains aînés, en fait, la compréhension même du fonctionnement des feux pouvait être problématique. Est-ce que tu pourrais expliciter un peu?
Ben, il semble que, par exemple, certains aînés ne comprennent pas, ne comprennent pas ce que veut dire voyons, la main rouge qui clignote, qu'ils ont un certain temps. En fait, c'est le temps d'engagement, l'intervalle d'engagement où ils ont pas, ils doivent traverser s'ils se sont engagés, ils ne doivent pas s'engager. Donc, il y a des personnes, pas seulement des aînés d'ailleurs, mais une proportion plus importante d'aînés ne comprenaient pas, par exemple, le fonctionnement de la main rouge qui clignote. Donc, ça pourrait les mettre en Ça pourrait situation les de mettre en... Ouais. s'engager, Oui, ça en pourrait les situation mettre où ils en... s'engageraient sur une intersection, Oui. finalement, alors qu'il reste très peu de temps pour la Puis traverser. considérant aussi qu'ils ont de la difficulté à prendre une décision, ils surestiment la vitesse de marche par rapport au temps qui reste, mais ça les met clairement en danger. Intéressant. Ouais, on l'a pas regardé. Oui, j'allais dire qu'on l'a pas regardé nous non plus. Ben, c'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, on n'a pas parlé aux piétons, mais ce qui serait intéressant de faire comme autre projet, en effet, c'est si on marche avec les piétons, puis à chaque intersection avec un feu, qu'on leur demande c'est quoi leur compréhension, parce que en effet, je sais pas si Simon, tu te souviens de certains exemples, mais je me souviens d'exemples quand même où selon qu'est-ce qu'on voit aussi par rapport au décompte numérique versus le bonhomme blanc versus la main qui clignote, là, il y en a qui étaient mélangés, c'est certain. On a quand même vu, nous, dans un autre projet sur les piétons âgés, on a aussi vu beaucoup d'attentes de la part des piétons âgés de vraiment partir au début du cycle. Donc, quand ils arrivaient à l'intersection, si le cycle était déjà commencé, ils attendaient. Même des fois, c'était le bonhomme blanc avec des secondes, mais c'était pas, il avait pas vu le feu tourner, là, donc il était pas certain possiblement qu'il était au début du feu. Donc ils attendaient tout un autre cycle pour être sûr de prendre le plus de secondes possible, un peu comme ce qu'Hélène disait tout à l'heure, parce que selon la vitesse qu'on met dans la programmation des feux, là, ils arrivent un peu short en bon français. Donc on les a vus, mais ça c'est de la pénibilité pour eux aussi, là, d'attendre sur le coin de la rue un autre, particulièrement à Québec où on a vu que les attentes étaient plus longues, juste pour s'assurer d'avoir le feu dès le départ. C'est quelque chose qu'on a vu par contre. Oui, je vais juste ajouter, c'est comme dans l'autre côté, je pense une compréhension des conducteurs qui ne peut pas entrer dans le croisement s'il y a encore un piéton qui est dans la traverse, parce que c'est aussi c'est comme une chose qui n'aide pas, je pense. Moi, je trouve quand j'ai habité à Québec que j'ai observé des années qui étaient encore légalement dans la traverse, mais parce que le verre a changé pour les conducteurs, il a commencé c'est comme faire la pression, mais c'est pas légal de faire ça non plus. Je me suis trompé tantôt, on me fait remarquer là, que P. Cardinal n'était pas tant intéressé posait pas une question pour les personnes âgées, par les automobilistes distraits par leur cellulaire. C'est une déformation professionnelle de mon côté. Mais c'était plutôt de savoir effectivement s'il y avait des personnes âgées distraites par le cellulaire qui avaient été observées. Mais je comprends de vos interventions que ce n'était pas si fréquent que ça. Non, donc, mais Mosen a fait ça. une analyse avec les personnes et c'est presque, il y a presque pas des années qu'ils ont utilisé les cellulaires. C'était les jeunes qui utilisent en majorité. Ouais. Parfait, excellent. Puis qu'est-ce qu'il y en a des études qui s'intéressent à la compréhension? En fait, plus largement, là, des études, je pense que Marie-Soleil était vraiment très impliquée sur les projets là, qui traitent des personnes aînées. L'état de la recherche, ça avance bien. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de sources d'informations et des bonnes études de plus en plus solides, qui s'attardent particulièrement au territoire québécois pour essayer de comprendre les déplacements piétons. Puis dans le contexte de notre recherche, là, les liens avec les traversées des piétons? Je dirais qu'il y en a plus qu'avant, mais il y en a aussi beaucoup en Europe parce que les pays occidentaux, on est en vieillissement de la population, hein, donc il y a pas mal de choses et d'initiatives qui se font tester aussi ailleurs dans le monde, là. On donne toujours le même exemple, là, tu sais, de la carte opus qui donne plus de temps au feu, aux personnes âgées en Asie, je pense à Singapour ou à Hong Kong, je me souviens plus. Tu sais, il y a des petits exemples ponctuels comme ça qui nous viennent d'un peu partout, mais je pense que ça fait juste commencer. Puis moi j'aime beaucoup le projet de Piéton Québec pour ça aussi, parce que l'idée, c'est après ça que l'information percole dans les municipalités pour qu'on ait cette idée-là qui sont, c'est pas des piétons comme les autres, mais
encore une fois, dans cette histoire de vision zéro-là qu'on parle depuis le début de ces midi-conférences-là, c'est l'idée de si on adapte les environnements pour les plus vulnérables, ben, tout le monde en profite, là. Je voyais un commentaire de Carole, justement, sur l'accessibilité universelle dont Hélène parlait. Ben, peut-être qu'on met le feu plus lent en pensant aux personnes âgées, mais il y a plein d'autres gens avec des incapacités physiques qui vont en profiter aussi. Tu sais. Fait que c'est un peu l'idée. Fait que je te dirais que oui, il y en a plus. Je pense que le fait que ça fait plusieurs années, nous, que les piétons sont vraiment, comme on disait, représentés dans les décès, ça a fait sonner quand même plusieurs cloches chez plusieurs intervenants, là, tu sais. Donc, ça s'en vient. Ouais, je vais juste ajouter pour la semaine, mais c'est comme un peu une plug pour la semaine prochaine, mais avec aussi la présentation de François Routier. Routier, Ouais, parce qu'il y a un étudiant en doctorat qui a fait une étude aussi avec les différents types de problèmes d'une personne, comme avec mobilité réduite ou des visions, avec l'accessibilité universelle. Donc, dans le sens que des fois, c'est comme certaines choses qui sont bonnes pour un type de mobilité réduite n'est pas nécessairement bon pour un autre, mais ça, c'est une chose qu'on peut peut-être reparler la semaine prochaine. Intéressant. On a une question d'ordre général. On traite encore, en fin de compte, là, des distractions aux intersections. Là. C'est toujours Tamer Swissi qui nous demande pour quelles raisons avez-vous écarté la distraction engendrée par le milieu environnement d'intersection, les affiches publicitaires, les événements particuliers, etc. C'est une bonne question. En fait, je sais pas, Owen, qu'est-ce que tu en penses? Parce que nous, on était vraiment concentrés sur regarder le piéton puis qu'est-ce que lui faisait. On était concentrés sur son comportement. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas regardé ce qu'il y avait autour. Après, les études que j'ai vues sur la distraction par rapport aux grands panneaux, à toutes sortes de lumières, etc., c'est des études presque uniquement sur les conducteurs que j'ai vues. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas un effet sur les piétons, là, ça aurait pu être intéressant, mais c'est vraiment pour cette simple raison-là qu'on ne les a pas regardés dans ce cas-ci. Ouais, ça me permet de rappeler que l'étude Strapi, en fait, c'était un premier tour de roue. Hein. C'était la première fois qu'on avait une étude qui se portait, qui mettait la lumière, en fait, sur les systèmes de traversée piétonne, les piétons, les interactions avec les autres usagers. Tout au long du projet, même dès son annonce, avant même que le terrain commence, là, il y avait plusieurs organisations qui nous avaient contactés, tu te souviendras, Marie-Soleil, qui voulaient qu'on inclue d'autres usagers de la route, qu'on inclue d'autres paramètres. Mais à un moment donné, je veux dire, il y a eu de l'argent qui était donné pour réaliser une étude bien particulière. C'est un premier tour de roue. Puis évidemment, ça pourra éventuellement débouler sur d'autres aspects. Puis je pense que les discussions qu'on a aujourd'hui, par exemple, sont d'excellentes pistes à explorer. D'ailleurs, je me permets d'interpeller les gens qui nous écoutent. Vous êtes toujours plus qu'une centaine à être branchés avec nous. Si vous avez des idées de projets, des idées, des suggestions de pistes à explorer ou des opportunités qui peuvent se présenter, vous aurez les coordonnées des chercheurs et puis d'accès transport viable aussi. Là, on est toujours ouvert à ça. Il y a une autre question, en fait, de Sandrine Cabana-Degani qui revient sur la question du virage à droite au feu rouge et nous demande est-ce que le virage à droite au feu rouge était permis à toutes les intersections où il y a eu des observations à Québec? Sinon, est-ce qu'une différence de comportement chez les piétons ont été observées entre les intersections où c'était permis et aux endroits où ce ne l'était pas? Pas à ce que je sache. Je sais pas, je sais pas, je me souviens pas si on a tout testé. Premièrement, pour le début de la question, en fait, c'était pas toutes les intersections de Québec qui avaient un interdit de virage à droite au feu rouge. J'en étais à presque moitié-moitié, il me semble, là, de mémoire. Je sais pas, Simon, si tu te souviens, ou Monsen, mais on n'a pas systématiquement testé parce que des fois, il n'y avait pas assez d'observations aussi là, pour des raisons statistiques, puis il me semble que c'était pas significatif dans rien. La semaine dernière, on a vu que c'était significatif le virage à droite au feu rouge dans les interactions, là, qu'il y avait un petit effet. Pour ce qui est des différents comportements, non, mais je trouve peut-être que je regarderais encore par rapport à cette histoire de regarder le trafic, parce que tout à l'heure, on disait qu'une de nos hypothèses, parce on voit bien, là, ils font des infractions, donc ils regardent le trafic pour passer sur le feu rouge, mais même quand ils ont leur feu à eux, même quand des fois c'est interdit le virage à droite au feu rouge, il y a quand même un petit checkpoint là, où on va regarder aussi le trafic pour peut-être le virage à droite au feu rouge. Il faudrait le regarder. On ne l'a pas regardé encore dans cette combinaison-là. Là. Il n'y a rien de scientifique dans ce que je vais avancer, là, mais c'est clair que comme piéton, je marche beaucoup à Québec, puis bon, c'est assez facile d'observer
assez régulièrement des automobilistes qui vont virer à droite au feu rouge, même quand c'est interdit. Puis on se rappelle aussi que le virage à droite au feu rouge doit se faire par étapes. Hein. On doit s'arrêter, comme automobiliste, on doit s'arrêter, regarder à gauche, à droite. Quand c'est permis, on a le droit de tourner après. Puis on le voit assez régulièrement, des automobilistes qui enfilent directement quand ils sentent, quand ils voient qu'il y a un créneau, quand ils imaginent qu'il y a un créneau. Donc, comme piéton, c'est clair qu'on a tendance à regarder par-dessus l'épaule à peu près dans toutes les situations. Je pense que c'est un réflexe un peu de survie, je dirais. Mais c'est un réflexe qui s'acquiert là, quand on circule effectivement à Québec parce que c'est assez... on remarque là, des comportements qui peuvent être illégaux par rapport à ça. La question intéressante... Une dernière, mais juste en lien avec ça, c'est juste comme... j'imagine que plusieurs personnes probablement y déjà connaissent, mais c'est comme le ITE, Institute of Transportation Engineers, ils ont retiré la recommandation de laisser les virages à droite sur rouge. Il a dit que non, ce n'était pas des bons analyses avant. Je pense que c'était 86 l'année. Donc maintenant, la suggestion, ce n'est pas de permis des virages à droite à cause des problèmes de sécurité. Non, c'est ça. Puis ça me fait rappeler aussi, je me souviens plus des statistiques, là, mais il y a un article de François Cardinal, qui traitait des feux rouges, puis qui ramenait un peu là, les différents avantages présumés du virage à droite au feu rouge. Puis en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu un débat. Tu sais, ça revient périodiquement aussi sur l'île de Montréal. Il y a des maires de certaines villes de Montréal, de l'île de Montréal, qui aimeraient que cette pratique-là puisse être envisagée sur l'île. Et puis, François Cardinal, dans un autre texte, disait non, pas encore le débat sur le feu rouge. Puis il rappelait les différents arguments qui étaient supposés être associés à cette pratique-là, notamment le nombre de litres de carburant épargnés, le temps épargné, etc., etc. Puis il démontrait, en fait, on pourra le mettre dans les commentaires peut-être, là, mais il démontrait que finalement, le bilan qui devait être très enthousiasmant, très positif, finalement, s'avérait très peu concluant. Alors que finalement, on a quand même, malgré tout, à cause de cette pratique-là, quelques décès de plus par année et quelques collisions graves, accidents graves là, qui en découlent directement. Donc, voilà pour... Oui, puis il y avait même une question tout à fait en lien avec ça, là, sur le fait que peut-être ça a aussi un impact sur le sentiment de sécurité. Comme tu disais, Étienne, tantôt, anecdotiquement, quand même, là, c'est présent de dire, OK, il faut toujours quand même que je regarde, même quand les gens ne sont pas supposés tourner à droite. On l'a pas regardé, ou si on l'a regardé, c'était pas significatif, mais c'est clair qu'il y a un effet, moi, je pense aussi, là, qui n'est pas prouvé peut-être encore scientifiquement, là, mais qui est là. Puis ce que ITI a fait, c'était quand même une mini-révolution là, de dire, ben là, les barèmes que vous prenez pour décider de ça dans les villes aux États-Unis, ça marche plus. Fait que c'était vraiment, vraiment important. En tout cas, moi, c'est sûr que dans notre milieu, on a trouvé ça important. Là, nous autres, on était bien contents. Mais c'était une pratique des années 80, finalement. C'est ça qu'on se rend compte. Là. We know better, comme on dit. Hein. Bon, ben peut-être qu'on envisagerait éventuellement le retirer au Québec aussi. Il y avait Stéphanie Gamache, j'ai perdu la question, je m'excuse, je vais la retrouver. Non, je pense que je viens de répondre, Étienne, par exemple. Je vais juste essayer de la retrouver pour m'en assurer. Oui, mais c'est ça, c'était la question du sentiment de sécurité. Elle faisait le lien, Stéphanie Gamache, avec le virage à droite au feu rouge, mais est-ce que la question du sentiment de sécurité, on en a déjà parlé là, dans notre recherche, finalement, on a décidé de ne pas l'inclure pour toutes sortes de raisons. En quoi qu'il était quand même abordé le sentiment de sécurité à travers le questionnaire qui était fait auprès des piétons, si je me souviens bien, mais sinon, le sentiment de sécurité en termes de capteurs de stress et compagnie, là, dans quelle mesure on est outillé là, pour être capable de bien évaluer le sentiment de sécurité. Parce que d'une part, on dit souvent, la sécurité, on est capable de la quantifier. Il y a des aspects quantitatifs dans cet aspect-là. On est capable de faire des observations puis de voir les quasi-accidents. On est capable de comptabiliser, évidemment, tout ce qui est accident, collision réelle. Mais le sentiment de sécurité, puis il n'est pas à négliger, le sentiment de sécurité, parce que des fois, ça va être ce qui va inciter les gens à marcher ou ne pas marcher. Donc, la vie n'est pas en danger, mais on se pose la question, quel mode de transport je vais choisir? Si je ne me sens pas en sécurité ou si les temps de déplacement sont longs aussi par ailleurs, dans ma ville, mais je vais peut-être prendre d'autres modes de transport. Donc, la question du sentiment de sécurité, dans quelle mesure on est outillé, connaissant sur ce sujet-là? En fait, c'est pas
si fréquent que ça. Nous, dans le projet Strapi, on l'a fait, là, vous l'avez vu la semaine dernière ou la semaine prochaine qu'on va le voir, pardon. Je pense qu'on va en parler la semaine prochaine. On avait des questions sur place. Donc, les gens qui venaient de traverser, on leur demandait comment ils avaient trouvé cette traversée-là. On l'a demandé aussi dans le sondage web. Il y a d'autres études qui prennent les biomarqueurs de stress pour regarder un peu comment les gens se sentent dans certains environnements. Là. Fait que là, ça va être avec des senseurs un peu comme les montres de sport. Là, on a un senseur qui soit direct sur la montre, soit sur la poitrine, qui mesure toutes sortes de choses biologiques, là, qui fait qu'on est capable d'avoir un genre d'indicateur de stress qui pourrait être une mesure du sentiment de sécurité. Mais c'est surtout des enquêtes un peu qualitatives, parfois par sondage, qui nous permettent de comprendre ça. Puis des fois, quand on est à la maison puis qu'on remplit un questionnaire, c'est pas la même chose que si on est dans la rue à voir l'environnement puis à être dedans. Fait que c'est important d'avoir les deux en plus, là, ce qui est le fun avec ce projet-là parce que c'est ce qu'on a fait justement. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui est difficile à quantifier, mais qui est aussi difficile à changer après. Si tu disais, Étienne, dans le fond, et pour avoir envie d'aller à pied à l'école, on le voit beaucoup avec les enfants, tu sais, pour que les parents laissent leurs enfants marcher à l'école, il faut qu'ils pensent qu'ils vont être en sécurité, mais puis il faut qu'ils soient en sécurité aussi tout court, mais il faut surtout qu'ils pensent qu'ils sont en sécurité. Puis changer ces sentiments-là, c'est vraiment difficile, en fait. Ça, j'avoue que j'ai pas de solution. Mais on est mieux documenté, je pense, qu'avant là-dessus. On parlait des aînés tantôt, il y a des enquêtes qui commencent à être faites aussi, là. Je sais pas, non, c'est comme juste avec les outils, c'est comme biologique, mais de mesurer, c'est comme des fois, la difficulté, c'est comme avec si une personne marche rapidement, des choses comme ça peut sembler que la personne est stressée parce que ça, c'est la façon de mesurer. Mais c'est ça que j'ai vu avec les études. C'est difficile de distinguer quelque chose, le stress, ou c'est plutôt juste qu'une personne fait une marche plus rapide. Mais oui, c'est comme pour mes étudiants, quand je demande à mes étudiants d'évaluer la sécurité, le confort dans un endroit, j'ai dit, OK, pensez que toi, tu es un parent et que toi, tu vas laisser ton enfant de 6 ou 7 ans de déplacer seul. Est-ce que toi, tu penses que c'est vraiment en sécurité maintenant? C'est parce que souvent, c'est comme le problème, c'est les jeunes, c'est comme les jeunes hommes en général qui fait une analyse d'un endroit et dit c'est complètement correct pour moi, mais ce n'est pas nécessairement complètement correct pour toute la population. Bon, merci beaucoup. Avant de conclure, là, on m'a trouvé le texte de François Cardinal auquel je faisais référence tout à l'heure. Donc, c'est un texte qui s'appelait Feu rouge au virage à droite, un texte de Cardinal là, qui date du 19 décembre 2016. Donc, le débat revenait dans l'actualité dans la région métropolitaine. Puis, comme je vous disais tantôt, l'économie de carburant était chiffrée à 2,64 litres par an, gain de secondes entre 3 et 16 secondes par jour. Puis, on se basait sur des études américaines pour dire qu'environ 57% des automobilistes ne s'arrêtaient tout simplement pas avant de tourner. Et que pour la période qui allait de 2003 à 2011, la situation avait occasionné finalement au Québec, sans même que Montréal fasse partie finalement où la pratique soit autorisée, puis c'est quand même là où on a le plus de piétons, plus de cyclistes. Il y avait eu quand même 807 blessés légers, mais surtout 33 blessés graves et 6 décès sur cette période, sur les 8 années. Donc, très peu de gains, puis malgré tout, quand même, un nombre d'accidents assez important, surtout considérant que Montréal n'était même pas inclus dans cette... donc, vous irez voir ça, cet texte-là, c'est quand même intéressant. 19 décembre 2016, François Cardinal, feu rouge au virage à droite. Donc, voilà, écoutez, je pense que ça va mettre un terme à notre événement d'aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos conférenciers d'aujourd'hui, Hélène Fournel et Imogen Milady. Merci pour votre présence, ça a été très apprécié. Marie-Soleil, Owen, Simon, merci aussi pour votre présence pendant la période de questions. Donc, comme je le disais, un courriel va vous être envoyé vendredi avec les coordonnées des intervenants et intervenantes d'aujourd'hui, si jamais vous avez d'autres questions ou si jamais vos questions n'ont pas pu être répondues. Je vais aussi prendre 1 minute de votre temps encore pour vous rappeler que la semaine prochaine va se tenir la dernière conférence de notre série de 4 liée au projet Strapi. Donc, le 10 février, ce sera Hugo Quintin qui va venir nous parler de temps d'attente des piétons, tandis que François Routier du CIRIS à Québec, qui est le Centre interdisciplinaire de recherche en
réadaptation et en intégration sociale, va nous dévoiler les résultats de son étude sur les signaux sonores aux feux piétons sur le territoire de la ville de Québec. Donc, une occasion pour vous, si vous ne connaissez pas le fameux système de Québec, d'en prendre connaissance. Mais tout ça sous un angle, en fait, là, intéressant parce qu'on va traiter particulièrement des feux sonores. Là. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. Si ce n'est pas déjà fait, bien, inscrivez-vous pour qu'on ait une idée, en fait, là, du nombre de personnes qui seront présentes. Merci à vous d'être présents. Vous avez été plus d'une centaine, 120, je pense, environ, là, si je ne l'ai pas déjà dit, qui étaient présents aujourd'hui. Donc, c'est très agréable de vous avoir avec nous. J'espère que ça a été utile. Je vous souhaite une bonne semaine et puis, bien, je vous dis à bientôt.